taxaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaatu politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Avant de commencer cette émission, rendre hommage d'abord à notre correspondant de Sédhiou, Moussa Dramé, arraché à notre affection, un homme rigoureux, un professionnel hors pair, journaliste émérite, rigoureux dans le travail, dévoué, un homme affable, nous a quittés ce samedi, n'est-ce pas? Oui, un enfant de Sédhiou également, votre région originaire, Aïb Dafé. Oui, Bayomar. La disparition d'Elhadji Moussa Dramé est une grosse perte pour Sédhiou, pour la Casamance, pour le Sénégal, le groupe Sud Communication, Sud FM notamment, où sa voix reliait Sédhiou au Sénégal. Et Sud Quotidien, régulièrement les articles qu'il écrivait sur la région de Sédhiou, sur les différents secteurs de développement. Moussa Dramé était un homme multidimensionnel, homme de l'éducation, homme des médias, également un homme du développement, puisqu'il était engagé au service de sa communauté. Nous perdons en lui un professionnel, nous perdons en lui un patriote du terroir. Je voudrais profiter de cette occasion pour présenter mes condoléances à tout le groupe Sud Communication, à ses collègues de la radio Gabou FM, la radio communautaire Gabou FM, à sa famille biologique, à toute la région de Sédhiou, à toute la Casamance et à tout le Sénégal. Et à son âme, que Firdaus sur sa demeure éternelle. Amin Ya Rabbi, que la terre de Sédhiou lui soit légère. Alors, Aïb Dafé, retour sur cette audience entourée encore d'interrogations, de tensions internes et d'enjeux majeurs. Alors, s'agit-il d'un des hommes les plus stratégiques du moment? Il a été à la tête de la délégation qui a rencontré le président Bassirou Diomaye Faye lors de l'audience accordée au bureau politique de PASTEF. Il est le président du groupe parlementaire PASTEF Les Patriotes, secrétaire général de PASTEF. Il a été mandataire du président Ousmane Sonko à la dernière présidentielle. Aïb Dafé, c'est son nom. C'est un plaisir, encore une fois, de vous recevoir. Objection et merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci beaucoup, Bayomar. Le plaisir est pour moi. C'est en tout cas avec une grande joie que je viens dans cette émission pour échanger et pour débattre de l'actualité nationale. Et j'en profite pour saluer tous les auditeurs de Sud FM, tous ceux qui nous suivent au Sénégal et dans la diaspora. Et chez vous à Sédhiou. Et chez moi à Sédhiou, dans la région de Sédhiou, le département et la commune de Sédhiou. Voilà. Merci en tout cas d'être là. Oui, Aïb Dafé, sommes-nous dans un contexte politique délicat, pour ne pas dire difficile? Effectivement, il faut le convenir. On est dans un contexte politique difficile, inédit, délicat. Peut-être, en tout cas, dans mon expérience politique, je n'ai pas encore traversé cette situation. Maintenant, c'est un contexte particulier. Il ne faut pas aussi l'exagérer. Il ne faut pas aussi être catastrophiste. Mais il faut reconnaître que quand même, il y a des difficultés. Êtes-vous surpris par cette situation? Surpris, non. Moi, je suis un homme politique réaliste du Sud. Mais il faut reconnaître que
il y a des situations qui sont parfois inattendues et qu'on rencontre dans notre parcours politique, mais en tant que, disons, militant, en tant que patriote, nous sommes préparés également pour y faire face, pour les affronter et les surmonter. Je pense que c'est ça le plus important. Alors, avez-vous été, Ayib Daffé, à la tête de la délégation du bureau politique de PASTEF qui a rencontré en audience le chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Faye? Effectivement, j'ai conduit la délégation du bureau politique national de PASTEF les Patriotes qui a rencontré le frère Bassirou Diomaye Faye, président de la République, qui, je le rappelle, est militant de PASTEF et qui est également, d'après notre nouveau règlement intérieur de juillet 2025, en tant qu'ancien secrétaire général du parti, lui-même membre du bureau politique et membre du Conseil national. Donc ça, c'est les articles 18 et 19 de notre règlement intérieur. Que s'est-il réellement dit lors de cette audience? Quels ont été les temps forts? Alors, Ayib Daffé, pourquoi ce face-à-face maintenant? Quelles conséquences pour PASTEF, pour la stabilité politique et même pour l'Assemblée nationale qui a bouclé ce week-end les commissions en attendant la plénière à venir? Dites-nous, pourquoi cette rencontre et dans quelles circonstances s'est-elle tenue? Il faudrait rappeler que PASTEF a organisé le 8 novembre ce qu'on a appelé le grand rassemblement des patriotes, le Terra Meeting. Et lors de cette rencontre, nous avions invité nos alliés. Donc, il y a eu une exceptionnelle mobilisation. J'en profite en tout cas pour remercier tous les militants et sympathisants et féliciter le président du parti, Ousmane Sonko, qui a fait en tout cas un discours vraiment très pertinent et un discours fort, puissant, adressé aux Sénégalais, aux militants, qui a permis de remobiliser le parti. Et à l'occasion de son discours, il a abordé la question de la coalition, pour rappeler que cette coalition a comme président de la conférence des leaders, Aïda Mbodj, et il a réitéré en tout cas son soutien à Aïda Mbodj. Et à la suite de cela, le 11 novembre, si ma mémoire est bonne, on a vu circuler un communiqué, donc disons signé par M. Bassirou Diomaye Faye, pas par le président de la République. On a bien mis M. Bassirou Diomaye Faye, donc au nom de la coalition Diomaye Président. Donc c'était une lettre d'information qui informer les alliés que désormais il avait mis fin à la mission de Mme Aïda Mbodj, présidente de la conférence des leaders, et qu'il avait confié la restructuration de la coalition à Mme Aminata Touré. Donc, ce communiqué a été partagé dans le groupe de la conférence des leaders de la coalition Diomaye Président par Aminata Touré lui-même, qui est le bénéficiaire, en tout cas, principal de ce communiqué. Ça vous gêne? Bon, je pense que le procédé n'est pas très, disons, élégant, ni orthodoxe, et nous, en tant qu'initiateurs de la coalition, en tant que parti fondateur de la coalition, on aurait aimé être vraiment associés étroitement et consultés en amont. Et je pense que dans notre communiqué, en réponse à cette lettre d'information, c'est ce que nous avions dit, que nous avons rappelé un certain nombre de principes. D'abord, la première chose, c'est de dire que nous sommes pour la restructuration de la coalition, parce que ça, c'était quelque chose qui était décidé depuis, je pense, le mois de mai 2024, lors d'une rencontre entre le président de la République et tous les alliés, les membres de la coalition Diomaye Président. Mais il faut rappeler quand même que la coalition Diomaye Président est organisée d'une certaine manière. Donc, il y a une conférence des leaders, dont la présidente est Aïda Mbodj, qui a été choisie par les leaders. Mais dites-nous, qui a été l'initiateur de cette coalition? Bassirou Diomaye Faye a été le candidat de PASTEF, d'abord. Et le choix du président Ousmane Sonko, à qui les militants sympathisants de PASTEF ont fait confiance pour désigner, disons, ce qu'on appelait à l'époque un plan B. Mais il faut d'abord rappeler l'historique. C'est que notre candidat, le candidat de PASTEF,
c'était le président Ousmane Sonko. C'était le candidat d'ailleurs de Bassirou Diomaye Faye qui était secrétaire général de PASTEF. Et donc, qui a même été investi. Ensuite, il y a eu la formation de la coalition Sonko président. Avant la formation de la coalition Sonko président, il faut rappeler que le parti PASTEF avait été dissous, le président Ousmane Sonko arrêté, mais nous avons continué le combat avec un certain nombre d'alliés. Notamment, on peut rappeler des membres de Yewwi Askan Wi, comme Moustapha Guirassy, comme Maïmouna Bousso, comme Cheikh Tidiane Dièye, comme Dianté, comme le président Habib Sy, le professeur Amidou Dat, le docteur Tété Diédhiou, et j'en oublie, la liste est longue. Oui. En tout cas, nous les responsables de PASTEF, à l'époque, nous nous réunissons régulièrement et nous préparons activement l'élection présidentielle sous les directives du président Ousmane Sonko, malgré le fait qu'il était d'abord dans un premier temps barricadé, ensuite emprisonné. Et je pense que le parti était en ordre de bataille. Et lors de cette investiture, je rappelle que l'investiture a été faite en juillet. Donc le président a été investi à l'unanimité par tous les coordinateurs. Et cette investiture avait été supervisée à l'époque par la haute autorité de régulation du parti, dirigée par le professeur Ngouda Mboup, et les résultats avaient été publiés. À la suite de cela, la tâche était de mettre en place une coalition. Donc cette coalition, on est d'abord passé par le Lacoste, leader allié autour du candidat Ousmane Sonko, avant de mettre en place en décembre la coalition Sonko président. C'est cette coalition Sonko président qui a porté la candidature de Ousmane Sonko, moi en tant que mandataire, mais au vu des difficultés, il y avait une stratégie qui avait été définie, notamment par le président Ousmane Sonko, pour ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. D'où la stratégie des candidats à la candidature multiples, que ce soit Birame Souleye Diop, qui était candidat à la candidature, qui a retiré une fiche de parrainage, Abbas Fall, Guy Marius Sagna, El Malick Ndiaye, Habib Sy, Cheikh Tidiane Dièye, Moustapha Guirassy, et j'en oublie, et même Dambodj à l'époque. Oui. Et j'en oublie. Donc toute cette stratégie-là avait été définie en rapport avec le président Ousmane Sonko, pour préserver les chances de PASTEF d'avoir un candidat à l'élection présidentielle de 2024. Il n'était pas obnubilé par sa personne et par sa candidature, même si le choix idéal, en tout cas, c'était le président Ousmane Sonko. Maintenant, tout le monde connaît les péripéties jusqu'à l'invalidation de sa candidature par le Conseil constitutionnel. C'est là que la coalition Sonko président est devenue coalition Diomaye président. Donc, il faut rappeler l'historique. Le candidat Bassirou Diomaye Faye a bénéficié du parrainage de PASTEF. Puisque le comité national de parrainage qui a été mis à l'époque était dirigé par Fatima Mbeng, avec comme adjoint Aboubacar Sonko et Abdoulaye Ndiaye. Donc, c'était l'appareil de PASTEF qui a donné les parrainages à Bassirou Diomaye Faye. Amadou Ba gérait aussi. Amadou Ba est de PASTEF. Oui. Voilà, donc c'est ce que je dis. Vous me confirmez, puisque Amadou Ba lui-même, en tant que mandataire, il était de PASTEF. Donc la stratégie qu'on avait développée était une stratégie définie au sein de PASTEF. Et est-ce qu'il n'y avait pas ce ressenti de division dans la distribution des mandataires à l'époque? Non, du tout. On l'a fait vraiment de concert, donc comme un accord, parce qu'à l'époque, tout le monde savait qu'on ne se battait pas pour une personne, mais pour la survie du projet. Donc ça dépassait nos petites personnes et il fallait vraiment que chacun se surpasse pour l'avenir du Sénégal. Et je pense que le programme que le candidat Bassirou Diomaye Faye a porté, c'est le programme également de PASTEF. Le projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Et d'ailleurs, toute la désignation également, et ça c'est fondamental, la désignation de Bassirou Diomaye Faye comme candidat, parce qu'il y avait plusieurs candidats à la candidature, mais à un moment, il fallait choisir un candidat pour porter le parrainage citoyen. Donc, on a fait confiance au président Ousmane Sonko qui a choisi le frère Bassirou Diomaye Faye. Et c'est ce qui lui a permis, en tout cas, de déposer sa candidature, de bénéficier de l'appareil électoral, de bénéficier de l'appareil militant de PASTEF qui l'a conduit à être président de la République. Bien sûr, avec
les électeurs ont suivi, les citoyens ont suivi, donc, et avec l'aide de Dieu. En expliquant le processus, il y a eu un premier communiqué qui est sorti pour la restructuration de la coalition président Diomaye, et ensuite il y a un contre-communiqué du bureau politique de PASTEF, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, après le communiqué de Parce qu'il y a eu après qui a rappelé un troisième acte avec l'audience, qui a rappelé les principes. Le premier principe, c'est de dire que le président Bassirou Diomaye Faye n'a jamais été président de la coalition. C'était le candidat de la coalition. Le président de la coalition, c'est bon, si on doit désigner quelqu'un comme président de la coalition, c'est le président de la conférence des leaders, en l'occurrence Aïda Mbodj. Et le communiqué a rappelé que, de ce fait, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, n'a pas le droit de démettre unilatéralement Aïda Mbodj de ses fonctions et de nommer quelqu'un d'autre, sans pour autant que PASTEF soit associé à cela. Donc ça, je pense que on a rappelé des évidences. On a rappelé également que la structuration qui a été évoquée dans la lettre d'information du président Bassirou Diomaye Faye et qu'il a confiée à Aminata Touré, cette structuration était déjà en cours. Il y a des textes, la charte a été revue, il y a un projet de charte, le code de conduite a été revu, une nouvelle structuration a été proposée, une dénomination également a été proposée. Tout cela, on l'a rappelé. Et dire que PASTEF, en tout cas, en tant que parti initiateur de la coalition, en tant que parti fondateur, on peut dire même, en tout cas, que PASTEF, c'est l'âme de cette coalition. Donc, et en tout cas, dans une dynamique d'ouverture, dans une dynamique également de restructuration, de renforcement de cette coalition-là. Et parallèlement, on était dans une logique de fusion même avec d'autres organisations alliées. Donc, au-delà de la coalition, nous allons même plus loin que de mettre en place une coalition. On est dans une stratégie de fusion et d'élargissement de nos bases également. Donc, pour dire que sur l'objectif, on n'a pas de problème, mais sur les modalités, la désignation, le fait de démettre Aïda Mbodj unilatéralement et de désigner unilatéralement Aminata Touré. Et Aminata Touré a été désignée pour réunir, pour être dans une approche inclusive, pour soi-disant mettre fin aux divisions, alors qu'elle-même est un facteur de division, est un facteur d'exclusion, un facteur de désunion. Pourquoi? Puisqu'elle n'a pas de bons rapports avec PASTEF. Ah oui? C'est évident, bien sûr. Et c'est maintenant que vous le dites? Non, on l'a dit depuis longtemps. Mais on le disait là où il fallait le dire, dans nos instances. Et je pense que dans la décision, si on voulait vraiment faire de cette coalition-là, avoir une décision consensuelle, on aurait dû associer PASTEF. Et je pense que ça, c'est une évidence. Et PASTEF lui-même aurait dû en tout cas être l'initiateur de cette décision-là. C'est ce qu'on a rappelé dans le communiqué. Ensuite, après le communiqué, le bureau politique s'est réuni pour analyser la situation. Parce que le communiqué nous a permis de définir notre position. Après avoir analysé la situation, le bureau politique, sous la présidence de Ousmane Sonko, on a constaté que, effectivement, la lettre d'information qui est à l'origine de ces contradictions-là a été signée par Bassirou Diomaye Faye. Et Bassirou Diomaye Faye est lui-même militant de PASTEF. Ancien secrétaire général, membre fondateur. Donc pour nous, il fallait aller rencontrer Bassirou Diomaye Faye pour échanger avec lui sur cette question-là et voir dans quelle mesure pouvoir surmonter cette contradiction-là. Donc cette rencontre a été une initiative du bureau politique national de PASTEF. Oui. Effectivement. Et on a déposé à la veille de la rencontre, il nous a répondu le jour même, le soir même, pour nous dire qu'on pouvait tenir la rencontre le lendemain. Donc la rencontre s'est tenue dans ces circonstances et dans ces conditions, avec une volonté de surmonter ces contradictions-là, une volonté de surmonter les difficultés évoquées, une volonté également de tenir un langage de vérité avec un membre, un militant du parti. Les trois dimensions, une volonté de clarifier, vous avez parlé de volonté de surmonter ces difficultés et une volonté aussi qui se dessine dans la perspective.
Aujourd'hui, la première volonté, quelle a été la nature de ces crises et comment surtout les surmonter? Je ne peux pas revenir en détail sur tout ce qui a été dit dans une réunion de 3 heures de temps. Oui, mais le plus important, l'essentiel, oui. L'essentiel, pour ne pas être divulgué, en tout cas la confidentialité de nos délibérations. L'essentiel, c'est que le président a réaffirmé qu'il est toujours militant de PASTEF, qu'il est toujours membre de PASTEF. Et nous, le bureau politique national de PASTEF, on lui a rappelé qu'on est OK pour la restructuration de la coalition, mais cette restructuration de la coalition doit tourner autour de PASTEF, doit se faire autour de PASTEF, qui est l'initiateur, qui est la locomotive et qui est le parti majoritaire au sein de la coalition. Ça également, nous l'avons réaffirmé. Mais nous avons tenu également à lui dire que les Sénégalais, dans leur ensemble, et les militants, sont inquiets de la situation actuelle, puisque son élection, vous le rappelez, s'est faite autour du slogan « Sonko moy Diomaye, Diomaye moy Sonko ». Donc, il ne doit pas y avoir de divergence publique, des divergences, il y en a toujours, mais qui ne doivent pas pouvoir être surmontées entre eux et qui puissent être étalées publiquement de cette manière-là. Donc, il faudrait qu'on puisse dépasser cette situation. Je pense que ce sont en substance les échanges qu'on a eus et chacun s'est exprimé de manière libre, ouverte et en toute vérité. Sans langue de bois, sans également, disons, flatteries, voilà. Parce qu'on avait en face de nous, au-delà de son statut de président de la République, que tout le monde lui reconnaît, un militant, un membre du parti, et comme je vous l'ai dit, en tant qu'ancien secrétaire général, il est toujours membre du bureau politique national et membre du conseil national. Oui. Et on lui a appelé à venir jouer un rôle, à continuer de jouer un rôle, en tout cas, dans le parti. Parce que la coalition n'a de sens, parce que quand on parle de coalition, c'est une coalition de partis politiques. La coalition n'a de sens que si les partis qui sont membres de cette coalition-là jouent pleinement leur rôle. Mais il ne s'agit pas de se réunir, de former une coalition où les gens ne vont exister qu'à travers la coalition. Il faut qu'ils existent d'abord au nom de leur propre organisation, qu'ils fonctionnent au nom de leurs propres organisations, et c'est là qu'il peut y avoir addition, c'est là qu'il peut y avoir complémentarité. Oui. Sinon, c'est forcément un jeu de dupes. Concrètement, et enfin, rappelez également que cette coalition est fondée autour de principes, autour de valeurs. Que ce soit le patriotisme, que ce soit le travail, que ce soit l'éthique et la fraternité. Et ça ne doit pas être une coalition qui doit pouvoir être dirigée par n'importe qui. Ça ne doit pas être une coalition une coalition, je dirais, un peu attrape-tout. Et nous avons pensé que Aminata Touré n'est pas la personne la mieux indiquée pour porter cette restructuration. Cela, nous l'avons réaffirmé et les faits nous donnent raison. Puisque ce qu'elle est en train de faire, on avait dit restructuration, mais c'est un recyclage de ses anciens camarades de l'APR, ce qu'elle est en train d'opérer. Ah oui, bien sûr. Vous-même, vous êtes des médias, Baye Omar. Vous voyez ce qui se passe sur le terrain. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire qui puisse vous gêner au point de la traiter comme quelqu'un qui n'est pas de nature à convenir aux idéaux de votre parti? Recycler des responsables de l'APR qui n'ont jamais soutenu le projet, qui ne croient pas, en tout cas, à la rupture, qui ne croient pas à la transformation systémique. Je pense que c'est renier le combat, c'est en tout cas insulter la mémoire des martyrs et des victimes du combat qui a été mené en 2021 et 2024. Vous aviez dit tout à l'heure que l'esprit d'ouverture, un parti, c'est l'addition et non pas la... On est d'accord, mais l'addition avec ceux qui on partage le même idéal politique, les mêmes valeurs, les mêmes principes. Puisqu'on s'est battu pour apporter des transformations, on s'est battu pour apporter les changements. Mais quand vous réunissez des symboles du conservatisme, des symboles, en tout cas, de la malgouvernance, soi-disant parce qu'ils
ils ont un apport électoral. Là, on n'est plus dans la rupture, on n'est plus dans la transformation systémique, on n'est plus dans l'idéal de Pastef, on n'est plus dans l'idéal même fondateur de la coalition Diomaye Président. Parce que la coalition Diomaye Président, elle est régie par des chartes, elle est régie par un code de conduite, mais ceux qui sont en train d'opérer, c'est un recyclage de ses camarades de l'APR et de Benno Bokk Yakaar et qui n'ont pas participé à ce combat-là, qui n'ont pas cru au président Bassirou Diomaye Faye, dont la plupart passent tout leur temps, dont certains passent tout leur temps à insulter Pastef et le président Ousmane Sonko. Cela est complètement inacceptable. Oui, alors, toujours dans la dynamique de cette audience, quelle a été la réponse du président sur justement le besoin de restructuration? Le point de vue était partagé, mais sur les choix qui ont opéré, il y a divergence, notamment la personne de Aminata Touré. Aujourd'hui, le président, en vous répondant, est resté intransigeant sur ces questions-là. Vous pouvez confirmer ou qu'est-ce que je dirais pas intransigeant. On a échangé. Il a partagé son point de vue. Nous avons partagé notre point de vue. Et nous avons souhaité qu'il en discute, qu'il trouve des solutions avec le président du parti, le président Ousmane Sonko. Et qu'on privilégie toujours l'intérêt du parti et l'intérêt du projet. Mais sur ce point, il est resté intact. Les positions, en tout cas, au sortir de la réunion, n'ont pas varié. Oui. Nous aussi, notre position n'a pas varié sur ce point-là. Maintenant, on a demandé au président, en tout cas, de faire l'effort de pouvoir trouver des solutions, de parler, d'échanger avec son grand frère et mentor politique Ousmane Sonko pour qu'on puisse aller de l'avant et dépasser ces contradictions. Oui, Ayib Daffé, invité d'objection, dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui, avec cette problématique constatée même durant cette audience, s'agit-il désormais d'une différence idéologique, de ligne ou d'option même, de choix même, politique? Différence idéologique, je ne dirais pas. Parce que pour le moment, maintenant, c'est dans l'approche et dans les procédures. Maintenant, comme on dit, les procédures aussi sont importantes parce qu'elles sont significatives. Les choix aussi sont significatifs. Parce que quand on est dans une démarche de rupture, quand on est dans une démarche de transformation systémique, je pense que il faudrait qu'on puisse s'accorder sur des modalités claires qui ne remettent pas en cause les principes, les valeurs du combat commun que l'on porte. Et à notre avis, en tout cas, la manière dont cette restructuration de la coalition a été conduite n'est pas vraiment conforme aux principes, aux valeurs du slogan même du président, du Jubal Jubonti. Donc nous avons demandé en tant que parti vraiment qu'on revienne aux principes, qu'on revienne aux valeurs, qu'on revienne également à l'idéal de notre programme. Parce que quand vous voyez le président de la République, je donne un seul exemple, le communiqué, la lettre d'information qu'il a partagée, voyez, il a mis Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il ne l'a pas signé, il ne s'est pas donné un statut. Mais dans disons, quand Aminata Touré partageait ce communiqué, il l'a désigné comme président de la coalition. Et c'est le président de la République lui-même qui, au lendemain de son élection présidentielle, a démissionné de son poste de secrétaire général de Pastef. Pour autant, il n'y était pas contraint. Parce que ce n'est ni dans notre statut, ni dans notre règlement intérieur actuel. C'était dans le programme. Mais dans le programme, on parlait du président du parti quand il devient président de la République. C'est pourquoi je dis qu'il n'était pas forcément contraint. Mais c'est dans l'esprit, il a voulu respecter cet engagement du programme. Maintenant, si quelqu'un qui a décidé de démissionner de son poste de secrétaire général pour se mettre un peu au-dessus de la mêlée, comment on peut le forcer à être président d'une coalition de partis politiques?
c'est contradictoire, c'est paradoxal. Donc, je vois que le président sûrement a dû donner confiance à Aminata Touré, mais elle est en train de l'entraîner, c'est-à-dire à renier ses propres engagements. Oui, mais est-ce que c'est pas ce que le président a dit? Je dis que le président lui-même n'a pas signé son communiqué comme président de la coalition, mais c'est Aminata Touré lui-même qui a bénéficié de la lettre d'information de son président-là, qu'il a désigné comme président de la coalition. À ce que nous avons rétorqué, qu'il n'était pas président de la coalition, il était le candidat de la coalition. Et grâce à cette coalition, il est devenu président de la République. Maintenant, quelqu'un qui démissionne de son poste de secrétaire général de parti, qui n'est même pas président de parti, et qui démissionne de son poste de secrétaire général de parti pour redevenir simple militant, membre de PASTEF, comment on peut l'autoproclamer, le désigner comme ça, de manière cavalière, comme président d'une coalition de partis politiques? Ce que je dis, il y a un paradoxe. Oui. Alors, il y a une contradiction flagrante. Et nous, dans notre programme, c'est-à-dire pour dire qu'il y a une divergence de vue, une divergence d'approche. On a toujours, effectivement, il y a le désaccord. Oui. On a toujours dit que nous sommes contre l'hyper-présidentialisme, qui est une des tares de notre système politique. C'est écrit en noir et blanc dans notre programme politique, le programme du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Et ce que Aminata Touré est en train de faire, c'est-à-dire d'instrumentaliser, de manipuler, c'est de l'hyper-présidentialisme. C'est flagrant. Alors, le désaccord, il est manifeste aujourd'hui. Un premier communiqué, un autre de votre parti, s'en est suivi une audience, puis et après, le bureau politique a sorti un communiqué expliquant les détails de cette audience. Est-ce que vous avez suivi les réactions qui ont justement accompagné la publication de ce communiqué au sein même de PASTEF? Oui, on a bien suivi les réactions de militants, de sympathisants qui n'étaient pas satisfaits de la teneur du communiqué. Parce qu'ils s'attendaient plutôt à un compte-rendu pour leur dire que soit, en tout cas, il y avait toujours des accords, soit pour dire que le problème avait été réglé. Mais le communiqué qu'on a sorti, ce n'était pas... c'est-à-dire que ce n'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'était de dire simplement qu'une audience a eu lieu, parce que nous, quand on partait à cette rencontre, nous n'avions pas communiqué. Mais ça a fuité dans la presse, il y a eu des échos, il fallait repréciser cela, qu'une audience avait eu lieu entre le bureau politique national et le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et que cette audience-là, voilà en tout cas l'atmosphère générale et voilà ce qui... Vous avez commencé par dire Alhamdulillah? Non, jamais. Dans le communiqué. Jamais. Le communiqué, on n'a jamais dit Alhamdulillah. Donc, c'est un membre de PASTEF, du bureau politique, qui a dit Alhamdulillah. Mais le communiqué n'a jamais dit Alhamdulillah. Et dans cette même dynamique aujourd'hui, apparemment, la base est restée ferme pour le respect des principes qui gouvernent le PASTEF, alors que quelque part, dans l'audience, ils ont semblé sentir une certaine compromission. Non, il n'y a pas eu de compromission. On est resté sur notre position. Maintenant, quand on est dans une démarche constructive, quand même, on essaye quand même d'aller de l'avant. Donc, c'était ça le sens du communiqué, d'aller de l'avant. Mais nous sommes toujours sur la même position, qui est la position du bureau politique national, puisque le communiqué du bureau politique national date du 11 mai. Et dans le communiqué qui a été fait au sortir de l'audience, on n'est pas rentré dans le fond des sujets. L'idée, c'est de dire qu'on tient, et ça, c'est le sentiment des Sénégalais, des citoyens dans leur écrasante majorité. On tient, en tout cas, à la stabilité, à la bonne entente du tandem entre Bassirou Diomaye Faye et le président et Ousmane Sonko. Donc, c'est ce que nous avons réaffirmé et que nous allons travailler pour renforcer ce tandem. C'est un communiqué du bureau politique national. Et je rappelle, et il faut rappeler à certains que le bureau politique national, le président du bureau politique national, c'est Ousmane Sonko. Et rien n'est fait dans le bureau politique national
Sans le consentement. Sans le consentement d'Ousmane Sonko, qui en est le président. Moi, j'assure le secrétariat du bureau politique national. Maintenant, les militants... Quelle a été la réaction du président de retour de cette audience? Et nous lui avons rendu compte. Et maintenant, lui, à son niveau, effectivement... Qu'est-ce qu'il vous a donné comme réponse? Non, il n'a pas donné de réponse particulière. Parce que nous, au niveau du bureau politique national, lors de la rencontre du samedi, du 15 novembre, nous avons étudié toutes les options, tous les scénarios possibles. Et nous avons établi un plan d'action. Mais dans ce plan d'action, la première étape, c'était la rencontre du bureau politique national avec le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, membre de PASTEF. C'était la première étape. Et cela, nous l'avons rappelé dans notre communiqué. Les autres étapes également sont déroulées par le président de PASTEF, qui lui également travaille. Vous avez dit que tous les scénarios étaient possibles pour vous, c'est-à-dire quoi? Même la rupture n'est pas écartée? Pas dire tout. Bon, vous savez, quand vous définissez des scénarios, les scénarios, ça veut dire que c'est toujours possible. Maintenant, ce qu'on préfère, c'est sur ce quoi on travaille. À surmonter les contradictions, à renforcer l'unité du tandem Diomaye-Sonko, parce que c'est ce qu'on a vendu, c'était ça notre engagement devant les Sénégalais. Et le retour des Sénégalais, le retour des militants, des sympathisants, c'était de nous dire, en tant que direction, en tant que bureau politique national, travailler en tout cas à faire que ce rêve-là, que cet idéal-là ne soit pas gâché. Et nous, c'est notre responsabilité d'y travailler. Maintenant, l'appréciation des militants, l'exaspération même parfois de certains militants et de sympathisants, on la comprend parfaitement parce que c'est une situation difficile, une situation inédite, une situation inattendue. Mais nous, en tant que responsables, nous devons faire face, continuer à mettre en avant l'intérêt du parti et toujours en accord avec le président de PASTEF, Ousmane Sonko. Oui, alors que cette structuration de la coalition ne fragilise ou ne crée pas une rupture au sein du parti? Moi, je pense que sur la question de la coalition, il y a une quasi-unanimité au sein de PASTEF qui est sur la ligne du président Ousmane Sonko, qui est celle du communiqué du bureau politique national du 11 mai. Et c'est ce qu'il avait dit lors du terrain meeting du 8 novembre 2025 et dans le communiqué du 11 novembre 2025. Donc sur ce point-là, il n'y a pas de véritable débat. Parce qu'en réalité, pour nous, la question de la coalition n'est pas une question de vie ou de mort. Nous sommes allés à l'élection législative, je vous le rappelle, avec le parti PASTEF. Et nous avons dit, dans les yeux, on a discuté avec la coalition pour le dire, on ne pourra pas aller ensemble. En tout cas, sous la bannière de la coalition. On va aller sous la bannière de PASTEF en compagnie d'alliés. Mais ce sera sous la bannière du parti PASTEF. Et c'est ce que nous avons fait. Ce qui nous a valu 130 députés et pratiquement les mêmes scores qu'à l'élection présidentielle. Donc, si c'était simplement une question électorale, on peut dire qu'on n'a pas forcément besoin de la coalition. Maintenant, il s'agit d'une question de principe, d'une question de valeur, d'une question également d'éthique qu'il faut défendre. Parce que c'est le projet PASTEF qui est en jeu. Parce que c'est un projet qu'on a vendu aux Sénégalais. On a eu une victoire d'étape le 24 mars 2024 en remportant l'élection présidentielle. On a eu une autre victoire d'étape en remportant les élections législatives. Maintenant, il s'agit de mettre en œuvre le projet de transformation systémique. Et cela, on peut le mettre en œuvre, pas seulement avec PASTEF, mais avec les alliés. Et parmi ces alliés, quand même, nous avons, disons, des citoyens engagés, des patriotes, et que nous ne pouvons pas laisser piétiner ou écraser comme ça. Mais il y a également d'autres échéances en termes de perspectives, notamment les locales et tout à fait. La prochaine présidentielle de 2029. Est-ce que les réponses données par le président Bassirou Diomaye Faye ne soulèvent pas d'inquiétude à ce niveau? Bon, inquiétude, je ne dirais pas, mais je pense que nous, en tant que parti PASTEF, c'est très clair. Ce qui doit se décider dans le cadre des instances de PASTEF. Doit se décider dans le cadre des instances de PASTEF. Bassirou Diomaye Faye, lorsqu'il a été désigné candidat, c'est avec l'accord de PASTEF, puisque c'est PASTEF qui a donné carte blanche au président Ousmane Sonko pour désigner
un patriote au cas où sa candidature ne serait pas validée. Et ce sera le cas également en 2029. Ça se fera dans le cadre des instances de Pastef avec la volonté des militants et sympathisants de Pastef. Et lui-même l'a dit qu'il ne sait pas s'il sera encore en vie pour 2029. Bon, ça c'est une évidence. Personne ne sait que ce qui se passera en 2029. Voilà, donc je ne pense pas que ce soit une réponse directe à la question que vous posez. Mais ce qui est certain, Bassirou Diomaye Faye est membre de Pastef. Tout ce qui se fera, que ce soit pour les élections de 2027 ou pour les élections de 2029, il doit en tout cas le faire en concertation avec les instances de Pastef. Parce que c'est ça le fonctionnement du parti, c'est ce que disent les statuts, c'est ce que disent les règlements intérieurs. Et quelles sont les prémices, les signes qui apparaissent en perspective de ces deux échéances, notamment de 2027 et de 2029? Les signaux qui apparaissent vous inspirent quoi comme réflexion? Bon, en ce qui concerne la coalition que Aminata Touré est en train de restructurer, on a vu qu'elle est en train de faire un débauchage des maires de l'APR, de Benno Bokk Yakaar. Maintenant, quelles sont ses intentions? Est-ce que c'est en perspective des élections locales de 2027? Mais de toute façon, tous ces maires-là, en tout cas tous ces responsables de l'ancien régime qu'elle est en train de débaucher dans une opération de recyclage ou de transhumance, étaient là en 2024, étaient là lors des élections législatives, soit ils étaient dans la coalition Takku Wallu ou dans la coalition de Amadou Ba. Ça ne nous a pas empêché de les battre. Donc nous, en tant que parti Pastef et nos alliés, on va continuer à travailler, quelles que soient les circonstances, quelle que soit en tout cas la situation, pour gagner les élections locales. Et le président Ousmane Sonko l'a dit lors du Terra Meeting du 8 novembre, notre objectif, c'est d'avoir 90% des collectivités territoriales et on va y travailler. Alors, y travailler toujours dans la réaction de la base. Les militants expriment un mécontentement croissant notamment sur la perception d'un éloignement entre le pouvoir exécutif et la base. Que leur répondez-vous? Oui, effectivement, il y a ce sentiment qu'il y a un certain éloignement des responsables, que ce soit des ministres, que ce soit des DG, ou d'autres responsables qui sont nommés, surtout, avec la base. Bon, ce n'est pas, en tout cas, une situation générale, ça peut être le cas. Mais nous, en tant que parti, ce que nous demandons à ces différents responsables, c'est de se rapprocher à la base, de se rapprocher de la base, de travailler en étroite coordination, que ce soit avec les cellules, que ce soit avec les sections communales, que ce soit avec les coordinations départementales d'ici ou de la diaspora. Donc c'est en tout cas quelque chose, c'est une exigence à mon avis. Donc on ne doit pas simplement, quand on fait de la politique, il y en a qui choisissent d'être simplement dans le mouvement des cadres parce que peut-être qu'ils n'ont pas assez de temps. Mais ceux qui choisissent vraiment de faire de la politique, il faut qu'ils se rapprochent quand même des populations, il faut qu'ils se rapprochent des militants, il faut qu'ils se rapprochent des sympathisants. Oui. Alors, est-ce que sinon, ça crée une déconnexion. Oui, est-ce que ce désaccord au niveau du sommet de l'exécutif, est-ce que ça ne creuse pas cet éloignement au niveau de la base? Pas forcément. Bon, je ne pense pas que c'est quand même une situation qui date depuis l'arrivée au pouvoir. Donc, je ne pense pas que ce soit forcément lié. Alors, reconnaissez-vous une forme de rivalité entre Pastef au sein de Pastef? Bon, la politique, vous savez, il y a toujours de la compétition. Oui. Et cette compétition-là, quand même, elle est encadrée par des règles. Ce n'est pas pour rien qu'on a des statuts, ce n'est pas pour rien qu'on a un règlement intérieur. Et chaque fois, en tout cas, qu'il y a eu des investitures, il y a eu plusieurs candidatures, c'est normal. Surtout quand vous avez un parti qui est un parti de masse comme Pastef, où quand même on a des milliers d'adhérents, où les gens veulent se mettre au service du projet, veulent montrer leurs compétences, veulent montrer leur talent. Forcément, il y a des contradictions, forcément, il y a de la compétition, mais l'essentiel, c'est de bien l'organiser avec des règles claires, précises et prévisibles.
Oui, alors cette rivalité constatée au sein de PASTEF a-t-elle des répercussions sur les institutions et même sur l'Assemblée nationale? Bon, je ne parlerai pas du terme rivalité. Moi, c'est une compétition saine. L'essentiel, c'est qu'elle se fasse dans le cadre des règles prévues. Vous parlez de quelle rivalité? Il faut être précis. Rivalité entre membres de PASTEF. Oui, rivalité politique, bien sûr. Entre qui et qui? Oui, entre des membres de votre parti. Vous ne l'avez pas constaté? Ce que je constate, il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir des contradictions, il peut y avoir de la compétition. Oui. Ça, c'est naturel, c'est dans tous les partis politiques. Est-ce que ce désaccord, pour être précis, ce désaccord constaté au sommet de l'État a-t-il des répercussions sur les institutions et même sur l'Assemblée nationale? Pour le moment, non, je ne le constate pas et il n'y a pas de répercussions. Le groupe parlementaire, c'est le groupe parlementaire de PASTEF des Patriotes et le président de l'Assemblée nationale lui-même, il est membre. Le président de l'Assemblée nationale, il est membre du bureau politique national, c'est le secrétaire national à la communication, El Hadj Malick Ndiaye, du bureau politique national de PASTEF les Patriotes. Et y a-t-il pas crispation au niveau de votre groupe parlementaire déjà? Crispation, non, je n'ai pas senti de crispation. Ce que j'ai senti, c'est des militants, hein, comme tous les membres de PASTEF, une certaine inquiétude par rapport à la situation politique. Mais nous sommes tous, en tout cas, mobilisés derrière le parti et derrière le président du parti qui est Ousmane Sonko. Mais au niveau du pays, quand même, vous avez senti ce climat. Est-ce que... Bien sûr, et lors de notre audience, c'est ce que nous avons dit, qu'aujourd'hui, le bureau politique national, c'est nous qui sommes là, mais que nous représentons tout le parti et que le sentiment d'inquiétude que nous partageons, c'est le même sentiment qui est partagé par les citoyens sénégalais, c'est le même sentiment qui est partagé par les militants et sympathisants, c'est le même sentiment qui est partagé par les députés, les maires, etc. Est-ce que le pays est affecté par ce désaccord au point même de freiner l'action gouvernementale? Freiner l'action gouvernementale, non. Le gouvernement continue de fonctionner, les institutions fonctionnent normalement. Nous venons de sortir du vote du budget en commission. Donc le calendrier a été suivi sans problème. Donc sur ce plan-là, le Premier ministre il fait son travail, le président de la République fait son travail, le Conseil des ministres se tient, l'Assemblée nationale fonctionne. Je ne pense pas qu'il y ait répercussions à ce niveau-là. Pour le moment, je pense que c'est une question politique. Maintenant, c'est vrai que si une question politique de cette nature n'est pas bien traitée, elle pourrait peut-être dans le futur avoir des répercussions. Mais pour le moment, c'est une question. Mais il y a aussi le traitement de la reddition des comptes dans le cadre de la reddition des comptes. Avez-vous senti de ce point de vue une divergence avec vraiment le président de la République dans la dynamique de la reddition des comptes? Avez-vous parlé? Dans la dynamique de la reddition des comptes, ce qui s'est posé, c'est le rythme. Oui. Le rythme de l'action judiciaire, notamment concernant les événements qui sont passés en 2021 et 2024. Les victimes, en tout cas les victimes d'assassinat, de torture, et qui réclament justice, dont les familles réclament justice. Il y a également tous les crimes économiques qui ont été commis et qui sont encore pour une bonne part restés impunis. Nous constatons qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Mais le sentiment, c'est qu'on peut aller beaucoup plus vite et que, également, il faudrait, au sein de la justice, je dirais, choisir, en tout cas, faire le choix sur des magistrats qui puissent rendre la justice au nom du peuple. Comment ça? Parce que la justice est rendue au nom du peuple. Oui. Et puisque la justice est rendue au nom du peuple, le peuple a une exigence dans le fonctionnement de cette justice-là. Ce n'est pas remettre en cause l'indépendance de la justice ou l'indépendance des magistrats, mais les magistrats... Qu'ils y tiennent, ce n'est pas en soi un débat. Mais le peuple a le droit d'apprécier le fonctionnement de la justice et de dire qu'elle semble trop lente, qu'elle semble un peu trop passive. Et maintenant, la justice peut également, parce qu'on a entendu le président de l'Union des magistrats parler du problème d'effectifs, parler du problème de moyens, mais également
parfois... Oui, quelle est la responsabilité de l'Assemblée nationale? C'est vous qui votez le budget, non? Je dis qu'il y a une question de moyens, mais ce n'est pas simplement une question de moyens, c'est une question également de responsabilité individuelle de chaque juge aussi. Voilà. Donc, la question, on l'a vu, l'un de nos principaux problèmes, c'est le fonctionnement de la justice. Ça, nous, dans notre programme, ça a été indexé. C'est pourquoi on a choisi, dans un premier temps, d'organiser les assises de la justice et de porter des réformes. Les réformes, c'est à vous de les mettre en exécution. Effectivement. Vous ne les avez pas fait. Ces réformes-là sont portées par l'exécutif. Elles sont en cours. Il y a des comités qui travaillent dessus. Et en tout cas, nous espérons qu'au cours de cette session, elles seront transmises à l'Assemblée nationale pour qu'elles soient effectives. Et le président a rencontré dans la foulée les institutions judiciaires, notamment le Conseil constitutionnel, la Cour suprême et même le bâtonnier. Quelle appréciation dans la foulée? S'agit-il d'un rendez-vous avec la refondation ou des réformes à venir? Bon, je n'ai pas d'appréciation particulière puisque le président a le droit de les rencontrer. Ce sont des représentants d'institutions et qui font partie de l'État. Et dans le cadre du fonctionnement de l'État, le président de la République peut rencontrer la présidente du Conseil constitutionnel ou le président de la Cour suprême. Ça ne pose pas de problème particulier. Mais par rapport aux attentes, je veux dire, par rapport aux réformes à venir? Oui, il y a des réformes, effectivement. Il y a le Conseil constitutionnel qui doit aller vers une Cour constitutionnelle. Oui. Il y a des réformes également à porter au Conseil supérieur de la magistrature. Il y a des réformes également plus largement dans le secteur de la justice. Maintenant, peut-être, je ne connais pas le contenu de leur audience, mais peut-être prendre en compte leur avis et leurs préoccupations. Invité d'objection, qu'est-ce qui vous oppose finalement à Bassirou Diomaye Faye? Je dis Bassirou Diomaye Faye, est-ce que c'est son statut de président et dans le fonctionnement, dans la gouvernance exécutive, ou le Bassirou Diomaye Faye politique? Pour le moment, l'opposition, si on devrait parler d'opposition, mais je parlerai plutôt de contradiction, c'est avec Bassirou Diomaye Faye politique, puisque c'est la question de la coalition, en tout cas, qui fait débat. Mais pour le moment, il y a un problème avec le président de la République. Parce que notre président du parti, c'est lui qui est le premier ministre. Et en termes de perspective, toujours dans la foulée, pour rappeler à nos auditeurs que vous suivez votre émission Objection avec Ayib Daffé, le président du groupe parlementaire PASTEF les Patriotes. Venons-en déjà. Vous avez bouclé les sessions à l'Assemblée nationale. Oui. Nous venons de boucler l'examen du projet de loi de finances en commission. Ça s'est très bien passé et effectivement, le projet de loi de finances a été adopté en commission. Donc, les 25 ministères sont passés pour défendre leur projet de budget. C'est un budget, effectivement, Qu'est-ce qui va changer dans ce budget? Ce qui va changer, c'est que on veut aller vers, en tout cas, une souveraineté financière. Donc, compter beaucoup plus sur les ressources internes et réduire notre dépendance à la dette. Voilà, donc, on parle de restructuration de la dette. Bon, ça, nous y sommes opposés. Nous pensons que la dette est viable et que, en tout cas, avec les mesures annoncées dans le cadre du plan de redressement économique et social, nous pourrons faire face à nos exigences et ce que nous faisons actuellement. Est-ce que cela impose des arbitrages difficiles, faciles? Oui, il y a eu des arbitrages quand même dans le cadre de ce budget-là, des arbitrages avec parfois des réductions de budget sur certains postes, la maîtrise notamment de tout ce qui est recrutement, c'est-à-dire pour éviter des recrutements clientélistes, donc la maîtrise des dépenses aussi, et surtout les dépenses de fonctionnement, et accroître les dépenses d'investissement. Et sur certains secteurs quand même, dans le cadre du plan de redressement économique et social, on a vu que le gouvernement a fait des choix qui sont des choix audacieux, notamment dans le secteur industriel, en décidant de financer par des ressources internes le projet des agropoles, que ce soit l'agropole centre, l'agropole sud. Le budget du ministère de l'Énergie, quand vous le prenez, qui est de 130 milliards, 80% est consacré de ce budget, 80% à la question de l'accès universel à l'électricité pour permettre de régler la question de l'accès universel. Et effectivement, oui. Il ne faut plus les Sénégalais fait en tant que député au niveau du port, mais
Le ministre de l'Énergie, en tout cas, a été interpellé et il travaille sur une baisse du coût de l'électricité. Ça étouffe les Sénégalais. Effectivement, nous sommes d'accord avec tous les Sénégalais, les citoyens, les entrepreneurs, que le prix de l'électricité est un problème. Non seulement ça pose un problème d'équité sociale, ça pose un problème également de compétitivité de notre économie. On ne peut pas aller vers une industrialisation, disons une industrialisation satisfaisante sans un coût de l'électricité qui soit abordable. Ça tue les ménages et les entreprises n'en parlent pas. Voilà. Donc je pense que quand même ça doit être réglé. Le gouvernement a promis une baisse et nous les encourageons à aller dans ce sens-là. C'est structurel, conjoncturel? C'est un problème, non, c'est un problème structurel. Ou de vision. C'est un problème structurel qui est, vous savez, l'électricité, c'est d'abord un secteur industriel. Il faut le rappeler, puisque il y a la production, il y a ensuite le transport, il y a ensuite la distribution et la commercialisation. Nous avons une société nationale, Sénélec, au début des années 90, en 98 notamment, avec la loi 98, 29 du 14 avril 98 relative au secteur de l'électricité, on a décidé d'opter pour le système de l'acheteur unique. L'acheteur unique, ça veut dire que Sénélec n'a plus le monopole de la production. Des producteurs indépendants peuvent venir avec leurs capitaux, investir dans des centrales, signer un contrat d'achat d'électricité avec la Sénélec. Maintenant, leur obligation, ils doivent revendre uniquement à la Sénélec. Et la Sénélec, c'est elle qui a la prérogative de revendre, en tout cas, aux particuliers. Est-ce que vous y avez jeté un coup d'œil dans ces intermédiaires? Mais dans ces contrats d'achat d'électricité, on a noté qu'il y a beaucoup de problèmes. Et on a vu même le contrat, le contentieux qui oppose les actionnaires de la centrale de West African Energy. On a vu le problème de la centrale à charbon de Sendou, le scandale lié à ça, la location d'un bateau qui nous coûte excessivement cher, des contrats d'achat d'électricité qui ont été signés pour des centrales solaires ou éoliennes dont le coût peut, en tout cas, n'est pas, disons, harmonisé. Parce que là où on a vu des centrales, notamment avec le projet Scaling Solar à Kayel, Touba et Kawon, où ils sont allés jusqu'à un coût de kilowatts de 20-25, d'autres sont beaucoup plus chers. Et sur ce plan-là, il y a un travail à faire sur la tarification. Mais il faudrait également investir dans le transport, les lignes de transport, parce qu'on a des lignes de transport qui sont assez vétustes. Bon, je crois que le gouvernement actuel a pris une option pour le gaz to power, faire en sorte que le gaz qui est exploité, aussi bien au niveau de GTA et Yakar Teranga dans le futur, puisse profiter aux Sénégalais. Mais malheureusement, vous savez les conditions dans lesquelles les contrats ont été signés avec Petrotim, le scandale de Franck Timis. Et nous héritons de tout cela. Nous héritons de ces errements, de ces dérives-là. Et si aujourd'hui, les responsables de ces errements et de ces dérives peuvent passer par une porte dérobée pour venir dire qu'on va venir soutenir le président Bassirou Diomaye Faye pour apporter la transformation systémique. Mais c'est ce qu'est en train de la restructuration d'Aminata Touré, c'est ce qu'elle, en tout cas, dans la pratique, ce qu'elle est en train de faire. Et cela, nous ne pouvons pas l'accepter. C'est un combat de principe. Non, ce n'est pas ce que je dis, c'est ce que tous les Sénégalais constatent. Et alors, de ce point de vue, quels sont les secteurs gagnants de ce budget? On a les secteurs, il n'y a pas de secteur perdant, mais quand même des secteurs qui ont quand même bénéficié des arbitrages budgétaires. On peut parler des infrastructures, on peut parler de l'éducation, qui a un budget de 990 milliards, bon, dont les 800 milliards servent aux dépenses de personnel, il faut le dire quand même. La santé, le secteur de la famille et des solidarités, donc tout ce qui est bourse de sécurité familiale, les filets sociaux, on a le secteur de l'énergie, on a le secteur également j'ai parlé de l'industrie. Donc, avec l'industrialisation, les agropoles, il y a également le secteur de l'hydraulique avec des financements pour l'accès universel à l'eau potable, notamment avec le projet de dessalement sur la Grande Côte et également avec le projet des grands transferts d'eau. Donc, quand même, il y a des choix qui ont été faits dans le cadre notamment de la mise en œuvre du plan de redressement économique et social. Et le fonds d'appui à la presse? Le fonds d'appui à la presse, il a été voté dans
le cadre du budget du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Il est de 1,9 milliard. Oui. Et ce fonds-là, quand même, en tout cas, conformément aux règles prévues par le Code de la presse et vraiment avec les mesures de transparence qui doivent être prises, doit être alloué aux entreprises de presse, notamment comme la vôtre, qui font le travail sérieusement et qu'on ne revienne plus dans... que ce soit plus à toute la presse. Non, à toute la presse qui fait son travail, qui sont conformes. Oui, Je pense que c'est ça qui est normal. Et qui respectent les règles qui sont prévues. Et je pense que cet effort de transparence-là, budgétaire, cet effort de conformité avec les règles, je pense que c'est important et ça permet, en tout cas, ce sont des incitations à bien faire. Oui. Mais sinon, il ne faut pas qu'on retourne à un système de gestion clientéliste ou de gaspillage. Et quels sacrifices ou redéploiements sont envisagés dans ce budget 2026? Les sacrifices, ils sont de plusieurs ordres, notamment surtout au niveau des dépenses de fonctionnement. Il y a en tout cas beaucoup de compression dans les dépenses de fonctionnement. En tout cas, tout ce qui est superflu, je pense que ça a fait l'objet d'arbitrage budgétaire. Il y a beaucoup de programmes aussi ou de projets qui ne donnaient plus satisfaction ou qui étaient des doublons ou des chevauchements qui ont été supprimés. Donc ça a permis disons, d'avoir des ressources, beaucoup plus de marge pour les dépenses d'investissement et les dépenses prioritaires, notamment dans le secteur social, éducation, santé, donc tout ce qui est solidarité. Et comment ce budget reflète-t-il la vision souverainiste et réformiste tant défendue? Ce budget, pour moi, en tout cas, est un budget qui va dans le bon sens, même si, effectivement, on n'a pas toute la marge de manœuvre au vu des problèmes, des conséquences de la dette cachée. Donc, il faut qu'on soit aussi réaliste. Il faudrait on est dans une phase de redressement. Et quand on est dans une phase de redressement, on n'est pas en vitesse de croisière. Et ce budget, effectivement, il y a des choix audacieux de miser sur les ressources internes. Donc ça, c'est la souveraineté financière. De miser également sur des projets, en tout cas, ou des programmes qui ont une productivité, c'est-à-dire des investissements productifs, notamment en favorisant tout ce qui est transformation locale, en favorisant l'industrialisation, donc en favorisant l'endogénéisation de notre économie. Donc c'est extrêmement important, ce sont des choix qui nous permettent en tout cas d'avoir de la valeur ajoutée et de créer de l'emploi. Et quand je dis des emplois durables, qui ne soient pas des emplois de type simplement xëyu ndaw yi, mais des emplois qui sont générés par le fonctionnement de l'économie avec une création de richesse, une création de valeur ajoutée. Donc la promotion aussi de champions nationaux, donc dans les différents secteurs. Donc par exemple, on a vu que je donne simplement dans le secteur du commerce où on a décidé à un moment le ministre de l'Industrie et du Commerce d'arrêter l'importation de riz et d'obliger les importateurs, s'ils veulent avoir accès à des DIPA, d'acheter obligatoirement du riz local. C'est le cas pour la banane, c'est le cas également pour la pomme de terre. Maintenant aussi, il ne faut pas se limiter à ces matières premières brutes, il faudra pouvoir les transformer avec les pôles territoires qui seront mis en place dans les 8 pôles. Et dans chaque pôle territoire, qu'il y ait quand même un tissu industriel, un tissu de PME, de petites moyennes entreprises, de petites moyennes industries qui vont pouvoir transformer localement les ressources du terroir. Oui, alors, une dernière question. Oui, un congrès à quand le congrès ou à quand également un congrès pour une clarification stratégique de PASTEF. Le congrès, on y travaille, et c'est dans notre feuille de route, le plan d'action du Bureau politique national, et on y travaille résolument, et nous espérons pouvoir le tenir dans cette année 2026. Comment voyez-vous finalement l'évolution de la coalition, l'évolution de PASTEF en tant que parti, mais également votre rapport avec le président Diomaye Faye dans les prochains mois? Ce qu'on voit, c'est qu'on est dans une bonne dynamique, malgré les difficultés qu'on a notées. On a récemment tenu un Terra Meeting avec une mobilisation exceptionnelle. On sort, il y a moins d'1 an d'élections législatives, on a pu avoir 130 députés. On prépare activement les élections locales.
Et nous, en tout cas, le gouvernement, l'exécutif, l'Assemblée nationale fonctionnent et sont dans les conditions d'apporter les réformes qui vont nous permettre d'aller vers un Sénégal souverain, juste et prospère. Maintenant, il faudrait resserrer les rangs et c'était ça notre message au président Bassirou Diomaye Faye pour lui dire qu'il est membre de PASTEF, qu'on le considère comme un frère et qu'on doit en tout cas continuer dans cette dynamique-là, dans cet engagement-là qui a porté l'espoir de millions de Sénégalais, d'Africains et partout dans le monde qui voient le Sénégal comme un modèle. Et je pense que, en tout cas, le président Ousmane Sonko, qui est le président du parti PASTEF, il est dans cette dynamique-là de respecter nos engagements, de respecter les principes, les valeurs qui nous ont permis d'accéder au pouvoir. Il ne s'agit pas de simples calculs électoraux, mais il faudra réaliser le programme de rupture, le programme de transformation systémique qu'on a promis aux Sénégalais. Je pense que c'est cet engagement-là, nous tous, qui nous anime et nous espérons que tout le monde restera dans cette voie-là, dans la ligne et dans cette promesse et dans cet engagement que nous avons fait aux Sénégalais et aux Africains en général et à tous les citoyens du monde. Ayib Daffé, merci. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité, toujours dans la foulée de la clarification du jeu politique avec les urgences sociales, avec les urgences économiques du pays. Excellente suite. Rendez-vous dimanche prochain, mais gardez l'écoute. Vous êtes sur la 98.5. Vous avez raison, vous y restez. Cette fois-ci, dans le cadre de Yanobi avec El Hadj Malick Ndiaye. Et pour finir, reposons en paix. Moussa, au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé